Mes chers compatriotes, je vous parle, nous sommes le 12 octobre 2023. Il est important de le préciser parce que le temps de monter cette vidéo, de nouveaux faits, de nouveaux événements auront pu se passer au Moyen-Orient. Je voudrais donc vous parler de la situation qui a été créée avec l'invasion d'Israël par le Hamas à partir de la bande de Gaza et qui bouleverse en ce moment l'échiquier mondial et le calendrier international. Alors, je fais cette vidéo parce que beaucoup de gens me la réclament et j'avoue que je le fais avec une certaine réticence parce que c'est un sujet extraordinairement... C'est le sujet le plus compliqué du monde entier, en fait. Je me rappelle lorsque j'étais étudiant à l'ENA, où l'on avait des cours, justement, et des épreuves pour faire, par exemple, des notes fictives à un ministre des Affaires étrangères, c'était l'épreuve, eh bien, il y avait eu un dossier sur la situation internationale du côté du Moyen-Orient et sur le conflit entre Israël et la Palestine. Et déjà, et à l'époque, c'était en 1983-84, déjà, on baissait un peu les bras, on considérait que c'était un conflit qui était finalement sans issue prévisible. Alors je le fais parce qu'il faut le faire, il y a quand même beaucoup de gens qui voudraient avoir mon point de vue. Je le fais avec un petit peu de tristesse et de lassitude parce que malheureusement nous touchons le sujet, je pense, le plus compliqué du droit international et de la situation internationale. Je voudrais dire aussi que l'on parle d'êtres humains dans un cas comme dans l'autre. Et qu'à partir du moment où on parle d'êtres humains, et notamment de morts, de blessés, de massacres, de viols, de tortures, de démembrement de corps, que l'on parle de bombardement de populations civiles, on voit défiler, notamment sur les réseaux sociaux, des quantités de photographies qui choquent tout esprit sensible et tout esprit humain, toute personne qui a du cœur. Et on ne peut pas rester insensible, c'est le moins que l'on puisse dire, lorsque l'on voit les massacres qui ont été commis par le Hamas en Israël, avec des bébés, semble-t-il, qui ont été tués, quoi qu'il y ait des incertitudes, parce qu'il y a des... J'y reviendrai tout à l'heure sur les fausses informations qui circulent également. Mais il y a eu des personnes qui ont été assassinées de sang-froid, d'une façon absolument barbare. On ne peut pas soutenir quelque chose de pareil. C'est pas possible. C'est pour ça que je pense que, effectivement, on a eu, sur l'échiquier politique français, on a eu à gauche de la gauche des propos, des communiqués à LFI ou NPA qui ont sans doute, j'imagine, un peu dépassé la pensée de ceux qui les ont rédigés, mais qui ne sont pas acceptables. Mais je voudrais dire aussi qu'il ne doit pas y avoir de deux poids, deux mesures dans les horreurs. Et je voudrais dire que lorsque je vois... Il y a 2 jours, quelqu'un m'a montré des photos, justement, de personnes qui étaient massacrées. Et donc je croyais que c'était des Israéliens. Et en fait, vérification faite, non, c'était des Palestiniens. Où là, il y a aussi des femmes et des bébés qui sont éventrés, dépecés, avec des bombardements sur des populations civiles. Donc moi, je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, je réagis comme un être humain, c'est-à-dire que lorsque je vois des gens qui se font massacrer dans des conditions épouvantables, j'ai de la compassion pour les uns et pour les autres. Et je n'ai pas envie de faire le tri des victimes. Je sais que nous sommes dans une situation en France où rien que dire ça, qui est de la pure humanité, vous fait suspecter déjà par un camp ou par un autre d'avoir des faiblesses pour un camp ou pour l'autre. On en est arrivé là. Je voudrais aussi rappeler, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ce conflit, rappeler quand même que les échelles entre les morts, alors c'est pas bien de faire le décompte des morts, mais dans la psyché collective, ça compte quand même. J'ai vu des statistiques de l'ONU qui montrent, par exemple, qu'entre 2008 et 2020, le nombre
de morts du conflit entre Palestiniens et Israéliens s'est élevé, selon les statistiques officielles de l'ONU, vous voyez ici ce graphique, le nombre de morts se monte à 251 morts côté israélien et se monte à 5590 côté palestinien. C'est-à-dire un rapport de 22 morts palestiniens pour 1 mort israélien. Ça, c'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit. Lorsqu'il y a un conflit, c'est malheureusement récurrent, régulier, on a un petit peu la même tragédie grecque qui se produit à chaque fois. On a une initiative qui est prise par le Hezbollah lorsque c'est au-dessus de Liban, par le Hamas quand c'est à Gaza par exemple, qui prend par surprise les Israéliens, qui fait en règle générale quelques morts. Donc là on est dans un cas très particulier avec ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a un nombre de morts israéliens très important. Mais c'est suivi aussitôt par des mesures de rétorsion qui sont absolument colossales en fait. Et au bout du compte, au bout de quelques 5 jours, 10 jours, 15 jours, on voit que les puissances occidentales elles-mêmes sont obligées d'intervenir en appelant Israël à la mesure. Voilà. Alors je pense que malheureusement nous sommes lancés dans quelque chose qui va ressembler à ça. Il y a eu cette invasion du sud d'Israël, ces exactions, ces sévices, ce carnage commis par le Hamas. Et malheureusement, ce qui se prépare, c'est un carnage peut-être 20 fois supérieur en rétorsion. Alors, je ne vais pas redire ici ce que j'ai déjà dit à l'occasion des guerres précédentes qu'il y a eu à Gaza, parce qu'il y en a régulièrement. J'ai dit que quelqu'un qui veut la paix, qui veut objectivement la paix, devrait se fixer absolument scrupuleusement sur les règles de droit international. Et les règles de droit international, elles sont claires, elles ont été codifiées par notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec notamment 2 fameuses résolutions qui sont la résolution 242 de juin 1967, après la guerre de 6 jours, et la résolution 338 après la guerre de Yom Kippour de 1973. Alors sans entrer dans trop de détails du droit international, il faut savoir, vous le savez, que la résolution 242 pose le principe du fait que les territoires occupés par Israël à l'issue de la guerre des 6 jours, en fait, doivent être restitués. C'est-à-dire nominativement la bande de Gaza et l'ensemble de la Cisjordanie. Sachant que par ailleurs, il y avait aussi, après 1973, la péninsule du Sinaï et même une partie sur la côte occidentale de l'Égypte à l'ouest du canal de Suez avaient été occupées par l'armée israélienne et progressivement, avec les accords qui étaient intervenus entre Menachem Begin et Anwar el-Sadat, eh bien, progressivement, on était entré dans un processus de paix entre l'Égypte et Israël. Et maintenant, il y a un processus de paix qui fonctionne. Et Israël a rendu les territoires qu'il avait conquis sur l'Égypte. Mais pour ce qui concerne la population palestinienne, on s'est trouvé devant une situation où le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté des résolutions. Alors c'est très important, parce que ça veut dire que les résolutions 242 ou 338 ont été adoptées, donc ont été soutenues par les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique à l'époque, ainsi que la République populaire de Chine, le Royaume-Uni et la France, les 5 grandes puissances qui ont le droit de veto aux Nations Unies, les membres permanents du Conseil de sécurité. Donc ce sont des résolutions qui ont été soutenues à l'époque, je dis bien, par tous les membres permanents, y compris les États-Unis et l'Union soviétique. Or, il se trouve, c'est un secret hélas pour personne, que ces résolutions du Conseil de sécurité, il y en a eu bien d'autres, n'ont jamais été acceptées par Israël, n'ont jamais été mises en œuvre.
Quand je dis jamais, d'ailleurs, ça n'est pas tout à fait exact, puisque il y a eu un grand espoir qui avait été soulevé une vingtaine d'années après la bataille de la guerre de 1973. C'était les fameux accords d'Oslo. En 1993, en septembre 1993, et l'on se souvient de cette poignée de main tout à fait extraordinaire, où l'on a vu devant le président Clinton, Bill Clinton des États-Unis d'Amérique, avec au fond la Maison-Blanche, on a vu le Premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin, quelqu'un qui était né lui-même à Jérusalem en 1922. Donc c'était quelqu'un un juif dont la famille s'était venue s'installer dès le mandat britannique, et qui était un universitaire, un intellectuel, et qui avait signé donc les accords d'Oslo avec Yasser Arafat, qui était le représentant de l'Organisation de libération de la Palestine. Et à ce moment-là, ça avait suscité un formidable espoir, je me rappelle très très bien, que peut-être on allait enfin arriver à la paix entre les deux camps. C'était fondé notamment et expressément sur le respect des résolutions 242 et 338, donc l'évacuation des territoires occupés, avec la promesse de réfléchir à un statut particulier pour la ville de Jérusalem qui pourrait à terme devenir, et ça serait normal, la capitale de l'État israélien, de l'État juif, parce qu'il faut vraiment faire preuve d'un déni de la réalité pour ne pas reconnaître que Jérusalem est la capitale du monde juif. Tout le monde le sait. Et donc il y avait une mécanique qui s'était mise en place à l'époque, qui souffrait, malheureusement, d'ambiguïté, puisque, comme disent les Allemands, der Teufel liegt im Detail, le diable réside dans les détails. Et à partir du moment où, d'un côté, Israël restituait les territoires occupés, de l'autre côté, les Palestiniens reconnaissaient, c'est très important, le droit d'Israël à l'existence et à vivre de façon sûre, derrière des frontières sûres et reconnues par l'ensemble du monde entier, et notamment par une entité étatique palestinienne, chacun faisait un compromis. Ça donnait naissance à la création d'un État palestinien qui se serait situé en Cisjordanie, en définitive, et à Gaza. Mais bien sûr, la restitution des territoires posait des problèmes de frontières, des problèmes de sécurité, parce que c'est un fait objectif que le territoire israélien est tout petit, et que ça se chiffre en quelques dizaines de kilomètres, et qu'il n'y a pas la profondeur stratégique nécessaire pour pouvoir défendre un État convenablement. Donc il y a bien entendu, il y avait une notion de pari dans cette affaire. Et c'est là où l'on touche du doigt un autre problème, c'est fondamental en fait. C'est le vivre ensemble. Est-ce que les Juifs d'un côté, les Palestiniens de l'autre, sont prêts à vivre ensemble un jour ou l'autre, sont prêts à accepter l'existence de l'autre? Il est là le problème de fond. Or, à peine les accords d'Oslo avaient-ils été conclus, qu'on a vu, de part et d'autre, se déliter très vite cette euphorie pacifique. On a vu quoi? On a vu notamment un discours 3 jours après, qui avait été préenregistré, semble-t-il, de Yasser Arafat, qui expliquait qu'en fait, ces accords n'étaient qu'une étape pour ensuite reconquérir pas à pas, en fait, toute la Palestine, et en fait ne reconnaissant pas au bout du compte l'existence même de l'État d'Israël. Donc un certain nombre d'observateurs ont estimé que Yasser Arafat et le monde musulman derrière lui utilisaient le principe connu maintenant de la taquilla, c'est-à-dire d'avancée masquée, de la ruse, pour faire semblant d'être d'accord, empocher un gain et ensuite avoir d'autres moyens pour nier l'existence d'Israël. Et au même moment, de l'autre côté, on a vu l'extrême droite israélienne refuser ces accords.
Parce qu'il y a une extrême droite israélienne de plus en plus puissante et qui est devenue tellement puissante qu'elle est désormais au pouvoir. Avec Benjamin Netanyahou. Et plusieurs ministres sur lesquels je vais revenir, qui sont des personnes qui tiennent des propos, qui ont des comportements, qui en France les emmèneraient devant les tribunaux. C'est une extrême droite extraordinairement raciste qui maintenant est au pouvoir à Tel Aviv. Enfin, Tel Aviv pour les Occidentaux, Jérusalem pour le gouvernement qui se tient effectivement à Jérusalem. De telle sorte que on a tendance à l'oublier. Ces accords d'Oslo de septembre 1993 ont été suivis en février 1994 d'un massacre à Hébron, au tombeau des patriarches, par un juif israélo-américain, Baruch Goldstein, qui d'ailleurs est mort dans la suite de cet attentat. Il était descendu avec une mitraillette et il a tiré au tombeau des patriarches en créant un massacre énorme. Il a tué 29 Palestiniens qui étaient en prière et il en a blessé 125 autres. Il est devenu ce terroriste, parce que c'est un terroriste, parce que les terroristes, il y en a dans les deux camps. Ce massacre du tombeau des patriarches a scellé quasiment la suite des événements. C'est-à-dire qu'il a évidemment donné toutes les raisons du monde aux extrémistes palestiniens pour se livrer aussi à des actes terroristes. Alors, dans la suite des événements, je ne vais pas rappeler toute cette histoire année après année, mais vous le savez, enfin il faut le savoir en tout cas, que Benjamin Netanyahou, quand il a été aux affaires à plusieurs reprises, il a quand même eu l'idée, d'ailleurs d'origine anglo-saxonne, j'en parle souvent, l'idée de diviser pour régner. Il a eu l'idée, comme il fait partie de l'extrême droite, et donc qui profondément refuse l'existence même d'un État palestinien, ou en tout cas réduit comment dirais-je, quelque chose d'absolument inconsistant. Et il a mené une politique de colonisation, en créant donc, en grignotant en fait, par des colonies juives installées en Cisjordanie ou bien dans le sud du pays, tangentant d'ailleurs la bande de Gaza. Or, ces colonies, notamment en Cisjordanie, sont totalement illégales au regard du droit international. Normalement, il n'a pas le droit de le faire. Et pourtant, le gouvernement israélien l'a fait année après année pour grignoter progressivement cette partie de la Cisjordanie. Il y a plus de 30%, je crois, du territoire de la Cisjordanie qui maintenant est occupé par des colonies juives. Et avec les colons qui s'y installent, qui souvent, pas toujours, mais souvent, ont un esprit pionnier, un peu comme un phénomène de colonisation en définitive. Les gens qui vont aux frontières de la colonisation, dans toutes les colonisations du monde, c'est toujours en général des gens assez aventuriers qui sont plutôt des extrémistes. Donc il y a eu ce processus de colonisation rampante, contraire à l'esprit, qui donc, par rétroaction, a suscité une défiance générale des Palestiniens, lesquels Palestiniens ont fait des attentats qui, par rétroaction, ont nourri encore plus le ressentiment des Juifs, et qui considèrent qu'en fait, bien, les Palestiniens, peut-être pas tous, mais une grande partie des Palestiniens, au fond d'eux-mêmes, ne veulent pas de l'existence de l'État d'Israël. Alors, face à ça, Benjamin Netanyahou s'est livré à une politique d'inspiration anglo-saxonne, de diviser pour régner, mais qui est calamiteuse. Il a eu l'idée, en fait, d'introduire un coin entre les Palestiniens, entre d'un côté l'autorité palestinienne avec Mahmoud Abbas, qui serait donc là en Cisjordanie
là où il y a ces colonisations, ces villages de colonies, et l'autre en y favorisant à Gaza un autre mouvement, le Hamas. Force est de constater, et ça c'est un fait, qui d'ailleurs est ressorti beaucoup dans la presse israélienne aujourd'hui, enfin au cours des derniers jours, et qui est confirmé par toutes les personnes qui s'intéressent au sujet, c'est que Benjamin Netanyahou, par l'intermédiaire du Qatar, on a par exemple cet article de journal de Israël 24 News de 2020 qui explique comment le chef du Mossad s'est rendu au Qatar, etc., comment l'État d'Israël a facilité le financement du Hamas à Gaza. Alors, la présentation qui en a été faite, c'était que le Hamas avait été l'autorité politique qui tenait cette masse de 2 millions d'habitants qui sont parqués dans des conditions quand même assez épouvantables. Et donc, c'était un moyen pour assurer les services minimums qu'on nécessite dans une espèce d'État. Donc ça, c'est l'argument. C'est d'ailleurs au nom du même argument que l'Union européenne a envoyé des fonds, plusieurs centaines de millions d'euros, a envoyé des fonds à Gaza et en fait au Hamas. J'insiste, le Hamas a été et est financé depuis de nombreuses années par l'État d'Israël, par l'intermédiaire du Qatar et aussi par l'Union européenne et aussi par les États-Unis d'Amérique. Et l'objectif poursuivi par Netanyahou a fonctionné, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, les deux morceaux qui devaient constituer un jour le futur État palestinien ont suivi des voies divergentes entre, d'un côté, l'autorité palestinienne et de l'autre côté, le Hamas à Gaza. Sachant que les Israéliens ont tablé sur le fait que les dirigeants palestiniens du côté de la Cisjordanie étaient en réalité très corrompus. Des rumeurs circulent sur des sommes très considérables qui auraient été détournées au profit de Yasser Arafat et de ses proches. On considère aussi qu'il y en a d'autres qui sont très corrompus. Et ça se sait. On voit que des dirigeants palestiniens mènent grand train dans certaines régions de la Cisjordanie. En revanche, du côté de Gaza, ça n'est pas la même évolution. On a en revanche là un parti, le Hamas, qui a basculé de plus en plus dans l'extrémisme et le fanatisme sur la base, évidemment, d'un islamisme conquérant et qui n'a de cesse que de vouloir, en fait, la fin de l'État d'Israël. Alors, ce qui est vrai, c'est que à partir du moment où l'État israélien, et puis c'est les gens qui le soutiennent, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne, ont en fait financé le Hamas, sont parvenus à effectivement semer la zizanie entre les Palestiniens, c'est ce que certains peuvent appeler une victoire à la Pyrrhus. Vous connaissez cette expression qui signifie que dans un premier temps, on a l'impression d'avoir gagné quelque chose, mais au bout du compte, on se rend compte que le remède est peut-être pire que le mal. Puisque, bien entendu, on a vu se développer une espèce de foyer de purulence, de terrorisme à Gaza, qui est, encore une fois, motivé, vu par les Gazaouis, les habitants de Gaza, comme motivé par le fait que ça fait quand même des décennies entières qu'on leur promet de récupérer leurs terres ou de leur donner un État et que ça n'a toujours pas eu lieu. Alors, il faut ajouter à tout ceci qu'il y a un pays dont on parle finalement peu ces jours-ci, alors qu'il faut toujours en parler beaucoup, vous me connaissez, ce sont les États-Unis d'Amérique. Or, les États-Unis d'Amérique, qui sont le soutien d'Israël, tout le monde le sait, mais les États-Unis d'Amérique, comme ils le font tellement souvent, font la politique de soutenir en fait tous les camps, de leur donner de l'argent et de leur donner des armes. Je vais redire ici ce que j'ai dit il y a bientôt 9 ans,
C'était en 2014 lorsque j'avais été invité à l'émission On n'est pas couché chez Laurent Ruquier et où j'avais été attaqué, gentiment mais attaqué quand même, par Léa Salamé qui m'avait traité d'anti-américain primaire. Voilà. Je m'avais demandé ce que c'était qu'un anti-américain secondaire. Je n'ai jamais eu l'impression personnellement de tenir des discours primaires. J'ai au contraire le sentiment de tenir des discours qui se veulent toujours fondés sur la raison, la modération, la réalité des choses et la vérité. Je ne suis pas là pour enfumer la population française, parce qu'au bout du compte, nous, ce que nous devons voir dans toutes ces affaires, c'est l'intérêt de la France. Et donc, je lui avais dit, dans ce débat, à un moment, elle m'attaquait sur Daesh, etc., en m'expliquant comment pouvait-on faire face à Daesh. Heureusement que les Américains étaient là. Et je lui avais dit que derrière Daesh, il y avait les financements de l'Arabie Saoudite, du Qatar, et derrière, les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est pas faire de l'américanisme primaire. Bon. Aujourd'hui, il faut frapper l'État islamique ou non? Mais qui finance l'État islamique? Ah, Ils se financent eux-mêmes par le pétrole qu'ils vendent. Si... Qui fournit des armes? Non, excusez-moi, c'est trop grave pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, l'État islamique se finance par le pétrole parce qu'ils ont pris plusieurs puits de pétrole qu'ils vendent pas cher à peu près tout le monde qui leur achète, la Turquie et la Syrie à côté. C'est comme ça qu'ils ont leur argent. D'abord, vous en savez des choses. Oui, le j'en sais quelque chose. Le Qatar, l'Arabie, que ça vous dit rien tout ça? Ah oui, il me semble que le Qatar et l'Arabie sont pour des frappes. Oui. Non? Oui, vous avez suivi les derniers développements? Oui, non oui. Alors... Et les États-Unis, par exemple, quel est le jeu qu'ils jouent? Vous avez jamais compris aussi ce qui consiste à financer une thèse et l'antithèse? Et ça n'est pas faire de l'anti-américanisme primaire, c'est au contraire faire preuve de la lucidité, de la connaissance des dossiers. Et du refus aussi, qui est le mien, d'être... Moi, je ne me laisse jamais intimider par quoi que ce soit, parce que je pense qu'un chef d'État doit la vérité à son peuple. Et donc, j'avais expliqué à Madame Salamé, qui avait l'air de découvrir l'Amérique dans tous les sens du terme, que les États-Unis étaient justement des grands spécialistes pour financer à la fois Daesh et ceux qui combattaient Daesh. Ce qui, au passage, leur permet de faire tourner le complexe militaro-industriel, de fournir des armes à tout le monde, de faire tourner le business, et d'être de toute façon dans le camp des vainqueurs. Voilà. Eh bien, ce que j'ai dit il y a 9 ans au sujet de Daesh, je le redis aujourd'hui, en 2023, 9 ans après, au sujet de ce qui se passe à Gaza. Puisque l'on a appris, regardez ces coupures de journaux, on apprend que les États-Unis d'Amérique financent et arment non seulement l'État d'Israël, ça tout le monde le sait, mais aussi le Hamas. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je voudrais souligner à quel point il est difficile de parler de ces questions sans connaître le dessous des cartes. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui me suivent, et qui m'ont reproché, j'ai vu ça ici ou là, comment ça se fait, vous n'avez pas réagi déjà, etc., etc. Mais parce que moi, je peux me tromper, je ne suis pas infaillible, bien sûr. Mais j'ai toujours pour souci numéro 1, ça me remonte à loin depuis ma prime enfance, et redoublé notamment par mon passage à l'Inspection générale des finances, où on a un souci toujours que tout ce que l'on dit doit être sourcé, vérifiable et sérieux et solide. Moi, je conçois, depuis que j'ai créé l'UPR, mes interventions, notamment sur Internet, ou par les conférences que je fais, comme étant fondées sur le maximum de faits vérifiables. Et donc, face à ce qui s'est passé, qui a surpris beaucoup de gens, et je n'allais pas prendre la parole immédiatement pour faire un buzz sur Internet, pour me rendre compte 3 ou 4 jours après que j'avais dit des sottises. D'ailleurs, le fait d'avoir attendu quelques jours m'a permis de regarder ce qui s'est passé, et puis les langues se sont un peu déliées. Et on a vu notamment venue des États-Unis, une information comme quoi les services de renseignement américains ont confirmé qu'ils ont des sources d'informations sur place
Ils ont des systèmes d'écoute extraordinairement perfectionnés. Les services américains ont confirmé que les autorités iraniennes avaient été les premières surprises par cette invasion. Ça veut donc dire que ce que dit aujourd'hui le gouvernement de Téhéran, qui a dit « nous ne sommes absolument pas dans cette affaire », ce n'est pas nous, ce qui d'ailleurs ne les empêche pas, les Iraniens, de soutenir la cause palestinienne, mais ils ont dit qu'ils n'étaient pas là-dedans. Alors je le dis parce qu'il ne fallait pas se précipiter pour dire c'est les Iraniens qui sont derrière. Puisque même les Américains reconnaissent, d'après toutes les écoutes qu'ils ont pu avoir, et puis les espions qu'ils ont sur place, que le plus haut niveau de l'État à Téhéran a été pris de court, ne savait pas quoi faire. On a appris aussi, dans les jours qui viennent de s'écouler, que le directeur des renseignements, des services de renseignement égyptiens, avait pris son téléphone et téléphoné à Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, pour l'informer de l'imminence de quelque chose de très violent, de très grave, qui allait se produire à Gaza. Les premiers médias qui en ont parlé, ce sont des médias israéliens, notamment ce site que vous voyez à l'écran, et qui a été repris par une grande partie des médias israéliens. Et puis, ça a été confirmé aujourd'hui. Je voyais un tweet de Georges Malbruno qui cite un des sénateurs américains les plus influents, qui a confirmé que d'après les informations détenues aux États-Unis, les services de renseignement égyptiens ont en effet prévenu Netanyahou de l'imminence de quelque chose de très violent et de très grave à Gaza. Au moment d'ailleurs d'une fête religieuse juive, puisque on l'a vu avec la guerre la guerre de Kippour, et les adversaires d'Israël savent qu'il y a un petit moment de faiblesse lors des grandes fêtes juives, et donc ils essayent d'en profiter pour attaquer par surprise l'État d'Israël. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je sais que le Premier ministre Netanyahou a aussitôt fait savoir, il a dit que c'était absolument faux, que c'était il a opposé un démenti total au fait qu'il ait été prévenu plusieurs jours auparavant par le directeur des services de renseignement égyptiens. J'allais dire, il allait quand même pas dire c'est exact. Alors, soit c'est faux, soit c'est exact. Mais si c'est exact, il ne va pas dire que c'est exact. Puisque, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit sa gestion a été très incompétente, soit il a laissé faire volontairement. On est quand même obligé de le penser. Il est de notoriété publique que M. Netanyahou est en délicatesse avec l'armée israélienne. Les principaux dirigeants de l'armée israélienne sont très mécontents de la situation, considèrent que Netanyahou, justement, avait peut-être mis tout le paquet en Cisjordanie et avait délaissé la bande de Gaza et la protection des territoires autour de la bande de Gaza. En tout cas, force est de constater que si c'est par erreur, c'est une erreur très grave. Il a complètement démuni le flanc sud de l'État d'Israël. Et si c'est en fait, il a laissé faire, comme certains évoquent déjà l'hypothèse d'un Pearl Harbor, vous savez, où il y a des théories qui circulent comme quoi le président Roosevelt des États-Unis, comme son opinion publique, ne voulait pas entrer en guerre contre le Japon militariste, a laissé faire la destruction de toute la flotte du Pacifique, qui était d'une façon incroyable réunie le 7 décembre 1941 dans le port de Honolulu, dans l'île de Oahu, aux îles Hawaï. Et donc, ça a été un jeu d'enfant pour l'armée de l'air nippone de venir et de bombarder toute la flotte du Pacifique. Notamment le fameux croiseur Missouri qui est, quand on va, moi je suis allé sur place, quand vous avez le croiseur Missouri, il est dans la rade d'Honolulu, et il y a eu 1100 morts à l'époque. Et cette attaque de Pearl Harbor a permis à Roosevelt d'entrer en guerre contre les puissances de l'Axe, et notamment contre le Japon et contre l'Allemagne hitlérienne, alors qu'une majorité de la population américaine ne le voulait pas.
C'est un peu le même phénomène qui s'était produit avec la fake news sur les bébés trucidés par l'armée de Saddam Hussein dans des couveuses dans une maternité à Kuwait City, qui avait permis de renverser l'opinion publique américaine qui ne voulait pas d'intervention en Irak et d'un seul coup s'est mise à vouloir une intervention en Irak. Donc certains, je ne dis pas forcément que c'est exact, mais si je veux dire la vérité, si je veux m'adresser à des gens en adultes, certains pensent que peut-être Benjamin Netanyahou s'est dit bah, tiens, on va laisser faire et puis ça va me permettre ensuite d'aller raser ou d'aller faire un carnage à Gaza. Un calcul d'un cynisme complet. J'ai d'ailleurs vu une déclaration qui est quand même assez choquante de la part de Benjamin Netanyahou qui a dit un homme du Hamas est un homme mort. Ça donne à penser que dans les jours qui viennent, il va y avoir une réaction extraordinairement violente de la part de l'armée israélienne à Gaza. Alors, si ce sont des gens qui ont commis des crimes épouvantables, à la limite, moi je suis d'accord. Normalement il faudrait un procès, mais enfin les lois de la guerre sont particulières. La crainte que l'on peut avoir, c'est qu'il y ait des bombardements indiscriminés sur la bande de Gaza, avec, comme à chaque fois, des centaines de morts, femmes et enfants, qui finalement ont la même dignité, je suis désolé de le dire à certains qui l'oublient, la même dignité que des civils assassinés dans des conditions horribles par le Hamas, des civils israéliens. En attendant, il y a quelque chose qui est tout à fait saisissant. Il y a même deux choses qui sont réellement très importantes à noter dans ce que nous voyons. La première, c'est que la presse israélienne témoigne de ce que l'État d'Israël est encore un État où il y a une vraie liberté d'expression. Je regarde les tweets ou je vais sur le site de quelques médias israéliens et notamment du journal Haaretz, qui est le grand journal israélien de gauche, et les articles sont au vitriol contre Benjamin Netanyahou. Ils étaient déjà d'ailleurs avant, puisque, vous le savez, il y a une très grande partie de l'opinion publique israélienne qui était vent debout contre Benjamin Netanyahou, parce qu'en fait, il veut mettre au pas la justice et il veut prendre des mesures qui sont quand même des mesures de plus en plus dignes d'une dictature d'extrême droite. À telle enseigne même qu'il y a des citoyens israéliens qui envisagent de quitter le pays. L'État d'Israël a été, au cours des mois écoulés, le théâtre de manifestations monstres contre Netanyahou. Et force est de constater que ce qui se passe en ce moment fait un phénomène habituel, si vous voulez, d'union sacrée. Et donc Netanyahou a renforcé son pouvoir alors qu'il était au bord de s'effondrer. Et moi, ce que je vois, c'est que lorsqu'on lit des médias israéliens, eh bien, il y a des articles extrêmement virulents contre Netanyahou. Notamment le journal Haaretz, qui notamment cite non seulement Netanyahou, mais deux ministres qu'il est important de citer ici. Le premier de ces deux ministres, qui a été cité par l'article de Haaretz, ça s'appelle Bezalel Smotrich, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, et qui est le ministre des Finances de l'actuel gouvernement israélien. Et qui est un homme politique d'extrême droite, mais d'extrême droite. Et si vous allez sur ces notices Wikipédia, vous découvrirez par exemple un certain nombre de propos qu'il a pu tenir. Je vais vous en livrer quelques-uns. En 2015 notamment, il avait déclaré à la Knesset que les promoteurs immobiliers en Israël ne devraient pas avoir à vendre de maisons aux Arabes. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir les maisons pour les Arabes et les maisons pour les Juifs. Il a dit que, par ailleurs, quiconque veut protéger le peuple juif et s'oppose au mariage mixte n'est pas un raciste. C'est-à-dire que pour le ministre des Finances israélien actuel, s'opposer à des mariages entre une juive et un musulman, un arabe musulman,
ou l'inverse, ça n'est pas du racisme. En octobre 2021, il a déclaré aux législateurs arabes qu'ils étaient ici par erreur. C'est une erreur que Ben Gourion n'ait pas terminé le travail, il ne vous ait pas expulsé en 1948. En 2016, il a déclaré qu'il n'était pas disposé à reconnaître les conversions réformées et leurs fausses religions. C'était après l'adoption d'un projet de loi de la Knesset qui autorisait les autorités religieuses locales à interdire aux non-orthodoxes d'utiliser les mikvés publics pour les cérémonies de conversion. En 2019, il a fait pression pour être nommé ministre de la Justice, mais il a déclaré « Nous voulons le portefeuille de la justice parce que nous voulons restaurer le système de justice de la Torah ». En définitive, ça n'est pas très différent des islamistes fondamentalistes qui veulent imploser la charia. C'est en tout cas le même état d'esprit. C'est-à-dire, c'est plus du tout un État laïque qui... Non, c'est un État qui imposerait la loi de la Torah. Il a par ailleurs tenu des propos qui lui vaudraient en France, tout ce qui précède lui vaudrait déjà, mais il a tenu des propos qui sont fondamentalement, extraordinairement homophobes. Il s'est décrit lui-même comme étant fièrement homophobe. Il s'est opposé au mariage entre personnes de même sexe. Il affirme qu'il veut promouvoir la famille traditionnelle. Il a aidé à organiser un rassemblement homophobe en opposition au défilé de la Marche des Fiertés de Jérusalem, qu'il a nommé le défilé des bêtes, au cours duquel les participants ont mené des chèvres et des ânes dans les rues. En 2015, il avait qualifié les homosexuels d'anormaux. Je rappelle que des propos très controversés qui avaient été tenus par une ministre du gouvernement, avant même qu'elle entre au gouvernement, Macron, justement, quand elle avait parlé des homosexuels en disant ces gens-là, elle a été obligée de présenter sa démission. En janvier de cette année, en janvier 2023, il a déclaré être un fasciste homophobe. Mais il a dit qu'il ne voulait quand même pas lapider les gays. À destination des Palestiniens, il préconise une politique consistant à tirer pour tuer pour les militaires lorsqu'ils traitent avec des Palestiniens qui lancent des pierres. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ferait si une autre intifada éclatait et qu'un enfant palestinien lançait des pierres, il a répondu « Soit je lui tire dessus, soit je l'emprisonne, soit je l'expulse ». Il a fait valoir que les agressions contre le peuple ou les biens palestiniens, bien que de nature criminelle, ne doivent pas être classés comme du terrorisme, qu'il a défini comme étant la seule violence perpétrée par un ennemi dans le cadre d'une guerre contre nous. Comme montant un cas précis, l'incendie criminel de la Douma au cours duquel une famille palestinienne de 3 personnes a été tuée et pour laquelle un colon juif a été inculpé, Smotrich a déclaré que le fait de qualifier de tels actes de terrorisme cause une atteinte mortelle et injustifiée aux droits humains et civils. Après un attentat palestinien qui a coûté la vie à 2 frères israéliens et une opération de représailles qui s'est tenue à Ouwara, menée par des résidents israéliens de Cisjordanie où un Palestinien a été tué, des maisons et des voitures incendiées, Smotrich a déclaré « Je pense que la ville de Ouwara devrait être anéantie. Je pense que c'est l'État d'Israël qui devrait l'anéantir et non, Dieu nous en préserve, des civils. » Donc on voit que c'est quelqu'un qui tient des propos... Je ne sais même pas, sur l'échiquier politique français, ça n'existe pas. Ou alors c'est vraiment ce sont des partis politiques qui seraient immédiatement dissous par le ministère de l'Intérieur. Ce sont des propos suprématistes, racistes, homophobes, misogynes, et qui préconisent en fait des méthodes expéditives avec les Palestiniens. Alors ça, c'est le ministre des Finances. Mais il y en a un autre cité par Haaretz, qui est le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui est lui aussi un politicien d'extrême droite. Alors lui, ce qui est assez dans sa biographie, que l'on trouve un peu partout, parce qu'il n'en fait pas mystère, on apprend notamment qu'il est connu, il s'en fait gloire, d'avoir dans son salon, chez lui, un portrait de Baruch Goldstein, qui a commis le massacre du tombeau des patriarches en février 1994, dont je parlais tout à l'heure. Et donc lui, le ministre de la Sécurité nationale aujourd'hui, met ça, fait trôner le portrait dans son salon et le fait savoir. Ce monsieur qui est ministre de la Sécurité intérieure actuelle a été
inculpé plus de 50 fois pour incitation à la violence ou pour des discours de haine. Il est condamné en 2007 pour soutien à un groupe terroriste. Le président d'Israël lui-même, Isaac Herzog, a estimé le 9 novembre 2022, donc il y a moins d'un an, je le cite, « Cet individu inquiète le monde entier ». Selon la sociologue franco-israélienne Eva Illouz, il incarne le fascisme juif. Donc voilà quelle est la composition du gouvernement israélien actuel. Enfin, est-ce que vous imaginez des ministres français qui diraient des horreurs pareilles? Alors, je vois ici dans mon public des gens qui vont dire « oui, vous tapez sur le gouvernement israélien, mais de l'autre côté c'est bien pire ». Je suis d'accord pour regarder aussi de l'autre côté. Le parti Hamas. Hamas, ça veut dire en arabe, ça veut dire la ferveur. C'est un parti qui est ouvertement non seulement islamiste, puisque son emblème représente le dôme du rocher. Le dôme du rocher, c'est situé à Jérusalem, sur le mont du Temple, et c'est à partir de ce rocher que le prophète de l'islam aurait fait un voyage dans le ciel avec son cheval. Ça fait partie donc des écrits musulmans. Et donc c'est en fait le troisième grand lieu saint de l'islam. Le premier étant la ville de La Mecque, le deuxième avec la Kaaba, le deuxième étant la ville de Médine, Medinat an-Nabi, ça veut dire la ville du prophète où est enterré le prophète de l'islam, et le troisième étant Jérusalem, que les Arabes appellent Al-Quds, et d'où le prophète a fait donc ce voyage dans les cieux à partir du dôme du rocher. Alors la tragédie de l'épouvante en fait de cette affaire, c'est que je connais un intellectuel français, Frédéric Ancel, qui a fait un livre que je lui avais acheté sur la géopolitique de Jérusalem. C'est quand même très très impressionnant, puisqu'au même endroit, vous avez à la fois le mur des Lamentations, qui est le mur du fameux temple de Jérusalem qui a été détruit. C'est là où les Juifs du monde entier viennent faire donc leurs prières. Et au-dessus de ça, vous avez l'esplanade des mosquées, où c'est un des plus hauts lieux saints de l'islam. Donc on a, au même endroit, superposé, on a ces deux religions qui sont en choc frontal. Si on regarde bien ce logo, d'ailleurs, on s'aperçoit que on voit donc le dôme du rocher, qui, comme je viens de le dire, est le troisième lieu saint de l'islam. Et puis l'on voit de part et d'autre des drapeaux palestiniens avec marqué, dans un cas, La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de Dieu, que Allah, et dans l'autre, Mohammed Rasulallah, ça veut dire Mahomet est le prophète d'Allah. Donc ce sont les deux prières de ce qu'on appelle la shahada, c'est-à-dire la prière musulmane, ces deux phrases qui reviennent de façon lancinante dans tout le monde musulman et qui figurent d'ailleurs explicitement sur le drapeau de l'Arabie saoudite ou sur le nouveau drapeau de l'Afghanistan. Donc c'est un mouvement qui se prétend totalement islamiste d'emblée. D'ailleurs en dessous il y a marqué « Mouvement de la résistance islamiste Hamas ». Et puis au-dessus de ce logo, vous avez deux cimetères, donc des sabres comme on trouve sur le logo le drapeau, de l'Arabie saoudite. Et puis au-dessus vous avez une carte de la Palestine dans ses frontières d'avant 1947, en fait. C'est-à-dire que le Hamas s'est conçu d'emblée par la volonté de détruire l'État d'Israël. Il ne reconnaît pas l'existence même de l'État d'Israël. Même si après il y a eu des amodiations, un peu plus tard des nuances qui ont été apportées, fondamentalement, ça correspond à ça, la pensée. Et j'ajoute d'ailleurs que dans la mythologie du Hamas, dans l'idéologie du Hamas, ils disent que de toute façon, l'État d'Israël subira le même destin que les Juifs à la bataille de Haïbar, qui a eu lieu en 628-629 après Jésus-Christ. C'est-à-dire quelques années avant la mort du prophète, qui est en général située en 632 après Jésus-Christ.
Et donc, lors de cette bataille de Khaybar, eh bien, les troupes donc, du fondateur de l'islam, de celui qu'on appelle en français Mahomet, et dans les pays anglo-saxons, d'une façon plus proche de la prononciation arabe Mohammed, eh bien, ces troupes ont écrasé, en fait, les Juifs qui vivaient à Khaybar. Ça veut donc dire, ça c'est important à comprendre, que dans un cas, je vous ai cité les propos de ministres suprémacistes juifs qui veulent imposer de la loi de la Torah, et dans l'autre cas, nous avons un mouvement fondamentaliste musulman qui se réfère à l'histoire de l'islam, des premiers temps de l'islam, avant l'expansion extraordinaire qui a suivi avec les 4 khalifats, les 4 califes, les 4 successeurs du prophète, donc qui s'inscrit dans cette pensée. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire, vous le comprenez, enfin j'essaie toujours d'être le plus près de la réalité, d'expliquer aux Français qui, 99% des Français de souche, comme on dit, ne connaissent rien à tout ça, bien sûr. Et donc tout le monde se dit, mais enfin pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre ? C'est quand même incroyable. Il y a des racines extraordinairement profondes à ces oppositions. Et donc, pour pouvoir s'entendre, il faudrait qu'il y ait des gens de bonne volonté de part et d'autre, ce qui malheureusement n'est pas forcément le cas. Je voudrais dire ici, et c'est un enseignement quand même qui est grave pour nous, pour la France, que rappelez tout ça, ce que je viens de faire, en étant ce qu'on appelle l'idéal français au XVIIe siècle de l'honnête homme, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de mettre toute son intelligence, sa bonne volonté, sa bénévolence pour essayer de résoudre un problème. Mais tout ça, en fait, est quasiment interdit à la télévision française, où on a, dans la télévision, à la radio ou dans les médias français, une espèce d'unanimisme extraordinaire, d'un soutien absolu à la politique israélienne. Mais c'est pas la politique israélienne. On est quasiment sommé, les Français, de soutenir la politique d'extrême droite de Benjamin Netanyahou et de ses ministres suprémacistes juifs. C'est quand même incroyable. On demande finalement aux Français de soutenir un gouvernement qu'une large majorité peut-être des Israéliens ne veut plus voir. Alors ça, c'est quand même un point qui est vraiment important. C'est que la politique française, les médias français, ne font pas leur devoir, qui est... Il ne s'agit pas on peut pas... Alors, je sais bien que quand on dit ça, on va me dire « Ah, c'est ça, vous êtes antisémite. » Non, je ne suis pas du tout antisémite. Voilà. L'antisémitisme, d'ailleurs, d'une certaine façon, ça serait de dire « Oui, vous avez raison, etc. Démerdez-vous dans votre coin. » Non, c'est parce que je porte intérêt à tous les peuples du monde, quels qu'ils soient. Et j'essaie d'utiliser voilà, ce que j'ai dans la tête pour dire comment est-ce que la France pourrait aider à ça. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas aider à un règlement de la situation si une des deux parties considère que vous êtes de parti pris. Or, actuellement, cet unanimisme, non pas derrière Israël, mais derrière, en fait, la politique de Benjamin Netanyahou, me paraît quand même très dommageable. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai toujours dit, il faut être évidemment condamné très fermement, bien sûr, les exactions, les assassinats, les viols, les épouvantes commises par le Hamas. Là, on ne doit pas avoir, si peu que ce soit, de la complaisance sur le sujet, comme malheureusement, peut-être, LFI dans un premier temps, quoique après ils ont essayé de se rétablir, ou le NPA de M. Poutou ont eu des propos quand même très malheureux. Parce que je rappelle quand même, bien sûr, ça nécessite de le rappeler, que, évidemment, il y a derrière l'affaire israélienne, en Occident en particulier, il y a en surplomb de tout ça l'histoire du peuple juif. Tout le monde sait bien que la création de l'État d'Israël, à partir de 1947, avec la définition des frontières et puis la proclamation en 1948, résulte directement de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, de la volonté du peuple allemand d'exterminer les Juifs. Et donc, il y a évidemment ce remords. C'est plus qu'un remords, c'est cette hantise du monde occidental pour que ça ne recommence jamais.
Et c'est là-dessus, évidemment, qu'il faut être très prudent, parce que la moindre parole un petit peu nuancée risque de vous faire passer pour quelqu'un approuvant les horreurs hitlériennes. Mais néanmoins, le rôle de la France doit être quand même d'essayer de faire aboutir la paix. J'ai fait sur mon compte Twitter un sondage qui vaut ce qu'il vaut. Bon, il y a eu à peu près 15 000 votants. Et je demandais ce que les gens voulaient. Alors évidemment, 15 000 votants, on va dire s'il y a un biais méthodologique et je sais pas quoi. Mais enfin, c'est intéressant. Parce que les résultats de ce sondage, c'était quoi en fait ? On l'a eu aujourd'hui. Après, je l'ai mis pendant 3 jours en ligne. Eh bien, sur les 15 000, enfin plus exactement sur les 14 478 personnes qui ont voté sur ce sondage en ligne, il y en a eu 9% qui ont voté pour un soutien militaire à Israël. Je leur demandais qu'est-ce que voulait que la France fasse. 9% ont voté soutien militaire à Israël. 11% ont voté soutien aux Palestiniens. Au total, ça fait 20%. Mais 60% ont voté pour œuvrer pour un cessez-le-feu. Et 20% ont voté ne pas s'en mêler du tout. Alors je crois que ça, c'est assez conforme à ce que veulent les Français. Les Français, une écrasante majorité des Français ne sont pas antisémites. Une grande majorité des Français ne sont pas anti-palestiniens. La grande majorité des Français voudraient que ça s'arrête. Voudraient, pour le bien-être de l'humanité d'ailleurs, et pour ces crimes épouvantables que l'on voit et ces enfants martyrisés, déchiquetés, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient musulmans, voudraient la fin de tout ça et donc que la France porte un discours nouveau. Et c'est là que le bas blesse. J'ai entendu ce soir les propos de Macron qui est intervenu. Il a fait une intervention que j'ai trouvée assez délirante. Il a dit dans un premier temps que la France soutenait totalement Israël avec son alliance avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie. C'est cette déclaration qui a été faite avec ces différents États. Et puis il y en a quelques autres qui s'y sont ensuite ajoutés. Mais en fait, en gros, c'est la sphère occidentale, la sphère du G7, en gros. Et encore, j'insiste sur quelque chose sur lequel je vais revenir tout à l'heure, c'est que même au sein de l'Union européenne, il y a des divergences. Mais Macron, donc, a dit ça avec un soutien total à Israël, avec nos alliés américains, mais il a conclu son intervention en parlant de la voix singulière de la France. Écoutez-le. Avec nos principaux alliés européens et américains, nous partageons les mêmes priorités. Apporter un soutien ferme et complet à Israël, éviter toute extension du conflit aux pays voisins, notamment au Liban, et coordonner l'action humanitaire internationale. Cette unité républicaine est une force pour nous-mêmes, pour notre cohésion, et pour pouvoir porter la voix singulière et universelle qu'est celle de la France. Je suis désolé. La formule de la voix singulière de la France, l'idée de cultiver une espèce de particularité de la diplomatie française, c'est un anachronisme. Parce que pour dire la voix singulière de la France, pour parler de la voix originale, différente des autres, c'était du temps de De Gaulle. De Gaulle, lui, avait une voix singulière au Proche-Orient. On l'a d'ailleurs taxé souvent d'être trop favorable au monde arabe. Mais c'était une voix singulière. Mais on ne peut plus avoir de voix singulière et être partie prenante à un règlement de paix si l'on donne l'impression de soutenir de toute façon un camp et de minimiser complètement les souffrances de l'autre. Je l'ai rappelé au début de cette intervention, il y a quand même eu, selon les calculs de l'ONU, je vous remontre le graphique, et donc selon les statistiques de l'ONU, de 2008 à 2020, c'est-à-dire sur les 13 années 2008-2020, on a compté 5 887 morts et blessés israéliens d'un côté,
119 926 morts et blessés palestiniens de l'autre côté, c'est-à-dire 120 000 morts et blessés. C'est un rapport de 20 morts et blessés palestiniens pour 1 mort et blessé israélien, c'est-à-dire qu'il y a une disproportion absolument colossale entre les victimes d'un camp et de l'autre. Donc, si la France voulait jouer un rôle, voulait essayer d'apporter cette volonté de rassembler les peuples sur un projet, elle devrait avoir 2 soucis. D'abord, s'en tenir strictement au droit international. J'ai vu que Macron a rappelé la nécessité d'une solution à 2 États. C'est en fait le droit international positif, tel qu'on le dit actuellement, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait 2 États, un État hébreu et un État musulman, un État juif, un État palestinien. C'était l'objet même des accords d'Oslo. Mais force est de constater que la France n'a pas reconnu l'État palestinien, alors qu'il y a une grande majorité de pays dans le monde qui ont déjà reconnu l'État palestinien. Il y en a exactement 139 sur 193 États membres des Nations Unies, c'est-à-dire 72% des membres des Nations Unies, parmi d'ailleurs lesquels certains pays européens, comme la Suède, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie. Ça veut donc dire que la France, je suis désolé, n'a pas sur cette question une position aussi équilibrée, enfin si tant est qu'on puisse être équilibré entre les deux. Et je voudrais d'ailleurs conclure cette analyse par les évolutions au niveau planétaire. Je crois que les dirigeants israéliens devraient faire quand même attention au fait que, pour l'instant, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, ils se sont reposés essentiellement, en fait, sur la protection des États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Amérique sont sur le déclin. Mais les États-Unis d'Amérique ont l'habitude, avec leurs alliés, d'avoir souvent des propos ambigus, des attitudes ambiguës. J'ai rappelé tout à l'heure que les États-Unis fournissent des armes à la fois à Israël et au Hamas. Les États-Unis, en fait, peuvent perdre en fait de leur influence. Et actuellement, l'État d'Israël devrait quand même faire attention à son image dans le monde. Parce que c'est un fait que la République populaire de Chine, qui est devenue maintenant la première économie mondiale, eh bien, la République populaire de Chine a refusé de distinguer spécialement les souffrances des Israéliens par rapport aux souffrances des Palestiniens. Les Chinois refusent, ne reconnaissent pas que le Hamas est un État terroriste. Comme d'ailleurs d'autres États du monde. Je crois que la Norvège, par exemple, ne reconnaît pas. Et il y a d'autres pays comme ça, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que la Russie, la Chine, l'Inde, les BRICS, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Afrique, l'Amérique du Sud. J'ai vu que Maduro, le président du Venezuela, a dénoncé les crimes de guerre commis par Israël à Gaza. Et il est un fait que, par exemple, l'annonce que 2 millions de personnes vont être privées d'eau et d'électricité, c'est quand même quelque chose de terrible. Alors, il est vrai, j'essaie toujours d'être juste, que ceci fait pendant au fait que les Palestiniens ont fait des otages. Ils auraient pris environ 160 otages, c'est exact. Mais c'est quand même c'est vrai que prendre des prises d'otages, c'est du terrorisme, mais 160, mais prendre 2 millions de personnes, c'est un acte incroyable. Sans eau, sans électricité, sans rien. C'est absolument interdit par le droit international. Même le secrétaire général des Nations Unies l'a dit. Alors, tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'Israël devrait faire attention à ne pas s'enfermer, à ne pas être de plus en plus isolé avec un monde occidental qui d'ailleurs n'est pas d'accord sur tout, puisque il y a eu des débats au sein de la Commission européenne. Il y a des États qui ont dit on doit arrêter d'envoyer de l'argent à Gaza qui termine dans les caisses du Hamas. C'était il y a quelques jours. La Commission européenne a dit que c'était terminé,
qu'on allait ne plus verser les 691 millions d'euros qui avaient été promis par l'Union européenne à Gaza, dont d'ailleurs, je signale au passage, environ 120 millions d'euros payés par le contribuable français. Mais ça, c'était en début de journée. Puis en fin de journée, on a appris que non, c'était plus du tout d'actualité parce qu'il y avait 4 États, l'Espagne, le Danemark, l'Irlande et le Luxembourg, qui avaient mis leur veto. Voilà. Ça veut dire qu'au sein même de la Commission européenne, on n'est pas d'accord sur le sujet. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais dire que si la France était la France, si la France pouvait porter cette voix originale, elle devrait essayer de tout faire pour ne pas apparaître comme étant de parti pris, surtout derrière un gouvernement d'extrême droite israélien. Elle devrait rappeler la puissance du droit international, rappeler la nécessité à toutes les parties d'obéir et de respecter toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à commencer par la résolution 242 et la résolution 338. Je pense que la France devrait annoncer tout de suite la couleur en disant qu'elle soutient le processus d'Oslo qui a été en fait détruit par les extrémistes des deux bords, à la fois l'extrême droite israélienne et à la fois le Hamas et un certain nombre d'extrémistes de musulmans palestiniens. La France devrait donc tout faire pour essayer de refaire des accords, ce qui ne seraient pas les accords d'Oslo, les accords de Paris, où la France pourrait peut-être, mais il faudrait que ce soit dans un autre monde, où la France ait retrouvé une puissance militaire, ait retrouvé une aura internationale, un crédit international. La France devrait, à mon avis, à partir de ce moment-là, d'une part, reconnaître les deux États et d'ores et déjà reconnaître l'État palestinien. Et à contrario, la France devrait reconnaître cette demande légitime des Israéliens et du peuple juif, quand tout le monde le sait, reconnaître que Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. De ce point de vue-là, je sais que lorsque Donald Trump avait fait ce geste, il avait été évidemment très critiqué dans une partie du monde musulman, mais approuvé ailleurs. Il y avait quelque chose de hauteur de vue. Ou alors on considère que l'État d'Israël devra un jour disparaître de la carte, ou alors on considère que les Palestiniens devront être réduits à néant et exterminés. Par moments, on se demande si dans les deux cas, il n'y a pas des gens qui pensent à ça. D'ailleurs, on ne se le demande plus puisqu'ils le disent. La France devrait donc reconnaître un État palestinien, reconnaître Jérusalem, qui pourrait être d'ailleurs la capitale des deux États, avec la partie Jérusalem-Ouest qui serait la capitale de l'État d'Israël, et la partie Jérusalem-Est qui serait la capitale de l'État palestinien. La France devrait prendre sur elle de tout faire pour développer l'économie, développer le bien-être des populations, essayer de régler le problème de la bande de Gaza, essayer de faire en sorte que les personnes qui soient là ne soient pas réduites dans une espèce de camp à ciel ouvert qui est propice au soutien à tous les extrémismes. Parce que c'est tout à fait exact, en tout cas c'est reconnu comme tel par un certain nombre de pays du monde, que le Hamas est une organisation terroriste, mais elle a du terreau sur place. Et le problème, c'est qu'il faut qu'elle n'ait plus ce terreau. Il faut tout faire pour améliorer la condition des Gazaouis, leur donner un véritable État, une véritable situation qui leur permette de se développer, ne serait-ce déjà que de voyager dans le monde, puisqu'actuellement, leur entrée et leur sortie de la bande de Gaza est très très difficile, quand elle n'est pas purement et simplement bloquée d'ailleurs par la sortie de Rafah, où les Égyptiens ne veulent pas en fait avoir les habitants de Gaza. Voilà ce que j'avais à dire. Je conclurai en disant quelque chose qui est très important et très grave. C'est que ça fait penser ce que je dis à Vox clamans in deserto, hein, comme on trouve dans les Écritures saintes, une voix criant dans le désert. Mais je voudrais dire quelque chose qui me paraît grave. C'est que j'ai vu les propos de M. Zemmour
qui m'ont beaucoup choqué. Parce que, au lieu d'appeler, comme je le fais, à la paix, Éric Zemmour a profité de ce drame épouvantable pour dire que ce qui arrive en ce moment sur place là-bas va arriver dans quelque temps en France avec les communautés musulmanes en France. Alors moi, je suis désolé, j'appelle ça jeter de l'huile sur le feu. C'est pas un propos de chef d'État. C'est pas un propos responsable que de dire ça. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. J'ai fait une réunion publique à Toulouse où j'ai spécialement parlé des questions de l'immigration et de l'assimilation et de l'intégration. J'ai d'ailleurs des idées que j'ai développées que je n'ai trouvées nulle part ailleurs. Mais tout doit être fait en France pour freiner, voire arrêter, autant que faire se peut, l'immigration. J'ai développé un certain nombre d'idées sur le sujet, qui passent d'ailleurs par des aides tout à fait significatives aux pays du Sud et beaucoup plus qu'à l'Ukraine ou aux pays de l'Est européen pour favoriser le développement en Afrique, pour que les populations restent sur place. Et puis tout le monde sait que l'enrichissement des populations fait baisser la fécondité et donc pour progressivement diminuer la pression migratoire. Mais il faut aussi avoir une politique d'entente entre les citoyens. Je l'ai dit et je le redis, la France doit imposer son modèle qui lui est propre. Je vous renvoie à cette vidéo qui sortira prochainement. On ne doit pas en aucun cas prendre l'exemple de ce qui se passe à Gaza en disant c'est ce qui veut nous arriver. D'abord parce que c'est faux, parce qu'il n'y a aucun rapport entre la situation de l'État d'Israël, de création récente, et face aux Palestiniens. La France est un État qui a 1500 ans d'âge, voilà, et qui a des flux migratoires venus d'un peu partout. Deuxièmement, et heureusement, nous n'avons pas des bandes de Gaza à tous les coins de rue. Troisièmement, il y a en effet des menées terroristes en France, d'ailleurs largement soutenues, semble-t-il, par nos chers amis américains ou par des armes transitant éventuellement par l'Arabie Saoudite, le Qatar ou par l'Organisation des Frères musulmans. Mais ça, c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire aussi que les mouvements migratoires venus vers la France sont financés notamment par George Soros, l'Open Society et des ONG américaines, et soutenus par ailleurs par l'idéologie européenne. Donc, je conclus là-dessus. Personnellement, rien ne me serait plus cher que d'avoir... c'était vraiment... Je me rappelle très bien, j'étais plus jeune évidemment, en 93... moi, il se trouve que j'étais en cabinet ministériel auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. On avait le sentiment de vivre une période historique. L'accord de paix entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin c'était la paix, en fait. Vous savez que Yitzhak Rabin a été assassiné par un extrémiste de droite juif, par un de ces extrémistes qui refusent le principe même de l'existence d'un État palestinien. De la même façon que les Palestiniens font des assassinats aveugles. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je crois que la voix de la France, j'en suis même certain, est actuellement inaudible. Inaudible parce que nous sommes complètement rangés derrière les États-Unis, qui sont perçus dans le monde entier comme le soutien numéro 1 à l'un des deux camps, et que la France est perçue comme le soutien numéro 4 ou 5 derrière les États-Unis à l'un des deux camps. Non pas que je ne veuille pas du tout soutenir l'État d'Israël, bien au contraire. Il faut soutenir, il faut militer pour sa préservation, pour sa durabilité, mais celle-ci ne pourra pas intervenir dans un cadre actuel. Je sais que certains vont critiquer ma vidéo. Je me réjouis de savoir qu'il y a, notamment en Israël, des consciences, des intellectuels, des responsables politiques, qui savent bien que la situation n'est pas viable à long terme et qu'il faudra bien un jour ou l'autre trouver un accord avec les Palestiniens. Je note d'ailleurs, j'ai vu la réaction
récente de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, qui ne disait rien de différent de ce que je dis. Sauf que Dominique de Villepin était le Premier ministre sous Jacques Chirac, et que sous Jacques Chirac, la France avait encore un peu l'image d'un pays souverain et indépendant. Aujourd'hui que la France est pieds et poings liés par l'Union européenne aux intérêts géopolitiques américains, nous ne pesons plus grand-chose. La vérité, c'est celle-là. Il nous reste à souhaiter que cette affaire se termine, que les coupables soient châtiés comme ils le doivent, et puis que les Israéliens, comme les habitants de Gaza, aient la sagesse collective, dans un cas comme dans l'autre, de se doter de dirigeants qui soient capables de parvenir à ce qui est actuellement, semble-t-il, impossible, c'est un nouveaux accords d'Oslo. Enfin, pour conclure, je rajoute des considérations qui me paraissent très importantes, qui concernent la démographie, c'est-à-dire ce qui permet de prévoir l'avenir. En 1950, il y avait à peu près 1 million de Juifs et 1 million d'Arabes sur ce qui est le mandat de la Palestine, c'est-à-dire en fait ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël, plus la bande de Gaza, plus les territoires occupés. Et les évolutions démographiques que vous voyez retracées sur ce tableau montrent que l'immigration importante de nombreux Juifs d'Europe ou d'Amérique faisant leur aliyah, comme on dit, c'est-à-dire venant rallier la terre d'Israël, a fait que la démographie des Juifs a augmenté très rapidement dans les années 60-70, beaucoup plus que la démographie des Arabes et Palestiniens. Et puis, comme vous le voyez, la démographie naturelle du peuple palestinien étant supérieure ensuite à la croissance naturelle du peuple juif, on est arrivé en 2017 à ce que la population arabe se trouvant, je dis bien, à la fois sur le territoire de l'État d'Israël, plus les territoires occupés et la bande de Gaza, eh bien la population au total maintenant a atteint et dépassé la population juive et continue d'augmenter plus rapidement. Sur le strict territoire d'ailleurs d'Israël, il y a à peu près 9 700 000 habitants aujourd'hui, dont 75% de juifs et 25% qui sont à peu près, pas tous, mais beaucoup d'arabes, parmi lesquels il y a 21% de musulmans. Le reste, eh bien, ce sont des arabes chrétiens, et puis ce sont aussi toutes les nationalités du monde. Il y a des gens venant d'Europe, d'Asie, etc., qui peuvent être chrétiens, bouddhistes, tamouls notamment, et autres. Voilà. Donc, c'est important à comprendre, c'est que il y a une bombe démographique qui joue au détriment d'Israël. C'est la raison pour laquelle c'est une raison supplémentaire que devrait avoir le gouvernement israélien, un gouvernement israélien qui soit plus réfléchi que le gouvernement passionné actuel et qui comprenne vraiment l'urgence qu'il y a à définitivement stabiliser la situation. Vive la République, vive la paix dans le monde et vive la France.